Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vétérans, émission qui rend hommage aux personnalités qui ont marqué la culture, l'art, le divertissement et le sport africain. Aujourd'hui, je suis devant le village Kriyi. Nous nous apprêtons à recevoir la maîtresse des lieux. Il s'agit de Wele Wele Liking. Suivez-moi, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille l'incontournable Wele Wele Liking. On ne présente plus cette grande dame. C'est une auteure, metteur en scène, sculptrice, peintre. Wele Wele Liking, merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vétérans, l'émission qui met en lumière les personnalités qui ont marqué la culture, le sport, l'art et le divertissement africain. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Liking. Quand est-ce que vous avez eu le déclic et vous êtes rendu compte qu'en fait, ce milieu artistique dans lequel vous baignez était naturel pour vous? Comment est-ce que vous êtes rendu compte qu'en réalité, ça pouvait être quelque chose dont vous pouviez faire un métier? Je me suis trouvée dans un contexte où les jeunes qui étaient là étaient des musiciens. Et ils jouaient dans un bar. Et il fallait que moi aussi je participe à faire rentrer un peu d'argent. Donc on m'a demandé de chanter, d'être la chanteuse du groupe. Et je ne connaissais pas vraiment les chansons. Moi je sortais d'une maison, ma mère était témoin de Jéhovah, on ne chantait que Dieu, on ne lisait que la Bible et tout ça, c'était compliqué. Il a fallu apprendre les Sheila, les Sylvie Vartan à l'époque, les François Sardy. Donc on m'a enseigné quelques chansons rapidement et c'est comme ça que moi aussi j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec ça. Et je me rends compte qu'en fait, c'était un métier, que les gens vivaient de ça. Voilà. Et vous étiez encore au Cameroun à cette époque? Oui, bien sûr. J'avais alors 16 ans à l'époque. Très jeune. Comment est-ce que vos parents ont réagi lorsqu'ils se sont rendus compte que vous alliez poursuivre dans cette voie? Mon père ne voyait pas d'inconvénient puisque lui-même il jouait, il chantait, il faisait de la musique lors des veillées du jour du marché. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, il y avait un marché hebdomadaire et puis le grand marché mensuel. Dans notre village là-bas, les gens venaient et tout ça. Donc lui, il faisait son orchestre, les gens venaient danser, chanter avec lui. Et il payait des boissons, des choses comme ça. Donc lui, il ne voyait pas d'inconvénient, mais ma mère, pour elle, c'était la perdition générale. Donc ce n'était pas très facile. Il a fallu s'éloigner pour aller faire ça ailleurs. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes venu en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Ça c'était il y a longtemps. Je suis venue en Côte d'Ivoire après ma première pièce de théâtre au Cameroun parce que là, on est allé un peu trop vite parce que de la chanson, j'ai commencé à écrire mes propres chansons, à écrire des poèmes que je composais et tout ça. Puis, donc je ne me suis vraiment pas jamais sentie chanteuse, quoi. Je dis des paroles, parfois je les rappe, parfois je les scanne un peu, mais je ne me suis jamais sentie vraiment chanteuse. Hein. Je dis des paroles
avec quelques mélodies derrière, mais c'est surtout ce que je dis qui est important plutôt que le chant, parce que le chant c'est tout un grand art, il faut le travailler, il faut le faire. Mais bon, j'ai chanté comme ça par hasard. Puis j'ai éprouvé le besoin de chanter des choses que je ressentais, de dire des choses. J'ai écrit, puis finalement ça a abouti à du théâtre. Donc après ma première pièce, qui a eu beaucoup de succès au Cameroun, et à l'époque il fallait demander les autorisations pour jouer. J'avais obtenu une autorisation, je jouais, la salle était pleine dedans comme dehors et j'ai dû demander encore une autorisation, puis une autre. La pièce, on a fait parler d'elle beaucoup, mais surtout le titre avait été censuré. Donc, ça a commencé pas très mal. On a commencé à me traiter de subversive et des choses comme ça. Alors, j'ai écrit une deuxième pièce, s'intitulait Du sommeil d'injuste. Là, c'était vraiment très politiquement engagé. D'après ce qu'on me disait, moi, je n'étais pas trop consciente de ça. Je pensais juste parler des choses que nous vivions tous, qui étaient là. Donc, je ne pensais pas que pouvoir en parler, les mettre en scène, créerait des problèmes. Il ferait de moi une personne considérée comme subversive, voilà. Donc cette pièce-là, on l'avait aussi censurée et elle, je n'ai pas pu la jouer au Cameroun. Puis je suis tombée malade, j'ai été presque au bord de la tombe. On m'a évacuée en France, un Cochin où j'ai été opérée de nombreuses fois. J'ai perdu des organes et tout ça. Le temps de sortir de là, mon premier recueil de poèmes a été publié pendant ce temps en France. Et quand c'est arrivé au Cameroun, mon mari a été menacé et il m'a demandé de rester à l'extérieur en attendant que les choses se calment. Et comme je ne voulais pas rester en France, j'avais donc une amie très chère qui nous a aidés, qui m'a dit, bon, écoute, je suis affectée au Mali, je ne veux pas rester en France, viens avec moi au Mali. Et donc, je suis allée au Mali avec elle. Et c'est là-bas que j'ai commencé donc à faire des recherches dans des domaines qui m'intéressaient et à partir desquels j'avais fait ma première pièce et ma deuxième pièce au Cameroun, à savoir les techniques pédagogiques traditionnelles, la transmission par les femmes et tout cela. Donc, j'ai travaillé avec les femmes, les prêtresses du dîner, donc le culte du dîner par les femmes et comment elles transmettent, comment elles en font une thérapie, comment finalement c'est très important pour le développement des jeunes femmes et tout ça. Donc j'ai travaillé sur ça et malheureusement cette amie-là, elle n'a passé qu'un an au Mali. Elle a été réaffectée et rappelée en France. Et moi, je ne voulais pas aller en France. Donc, j'ai décidé de rentrer au Cameroun par la route, tout doucement. Je me suis dit que les recherches que j'avais commencées au Mali, j'allais les continuer sur ma route, essayer de rencontrer des femmes. Et c'est ainsi que j'ai fait mon plan, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, puis le Cameroun. Je me disais que d'ici là, les choses se seraient tassées et je pouvais arriver tranquillement. Et là, je suis arrivée en Côte d'Ivoire et je ne suis pas repartie. Parce que
j'ai trouvé de l'intérêt. J'ai travaillé avec les prêtresses de cours royales de l'Indonie, de Gautier, de Yakassé, etc. Et puis j'ai trouvé un poste de chercheur à l'université d'Abidjan. Voilà. Donc je n'avais pas prévu de venir m'installer en Côte d'Ivoire, je n'ai pas prévu, je n'ai pas cherché à le faire. Mais bon, apparemment c'était mon destin et je suis arrivée là et je suis restée. Vous avez dit hélas, et moi je dirais heureusement, parce que le fait que vous soyez installé en Côte d'Ivoire a permis une ouverture en termes de culture aussi pour les Ivoiriens. Et j'avais envie de vous demander, en revenant un peu sur vos racines camerounaises, est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner du coup au Cameroun pour pouvoir jouer les pièces qui avaient été censurées? Pas celle-là, mais les nouvelles pièces que j'ai écrites en Côte d'Ivoire, comme Singemura, comme Les Cloches. Oui, je les ai jouées au Cameroun. J'ai également joué des contes que j'ai adaptés, mis en scène, des contes d'initiation féminine que j'ai joué là-bas. Oui, j'ai pu aller jouer au Cameroun et surtout quand nous avons pratiqué plus de musique avec le groupe Les Reines Mères, on a beaucoup tourné au Cameroun. Quand vous étiez à Abidjan, vous m'avez dit que vous étiez enseignant-chercheur. C'était chercheur, pas chercheur. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez totalement laissé la musique de côté ou malgré tout, vous réussissez à concilier les deux? Justement, à l'université d'Abidjan, en plus, mon amie qui était rappelée en France, je lui ai trouvé un poste là, et elle est donc venue, elle préférait vivre en Afrique, elle aussi, bien qu'elle soit française. Donc, elle a obtenu un contrat de coopérant à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, elle est venue ici et le travail que nous avions commencé ensemble un peu au Cameroun et on l'a recommencé ici. Et puis bon, moi, dans mon poste de chercheur à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine, j'avais assez de temps pour faire de la pratique théâtrale. Elle était à l'école normale supérieure, elle enseignait le théâtre. Donc on a pu créer une compagnie universitaire de théâtre, un atelier, ça s'appelait la RETNA, l'atelier de théâtre, je ne sais pas quoi. Et donc on a fait beaucoup de théâtre à l'université d'Abidjan, on a fait tourner cette compagnie universitaire. Et donc, ça me permettait aussi d'écrire beaucoup. En tant que chercheur, j'avais vraiment tout mon temps pour écrire. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des livres d'art, j'ai écrit pas mal de choses pendant que j'étais là. J'ai écrit pas mal de pièces qu'elle a mis en scène. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. J'ai donc pu approfondir plus le théâtre pendant toutes les années où j'étais à l'université. Et quand j'ai démissionné en 1985, j'ai décidé de créer ma propre compagnie, mon propre groupe. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Je pense que cette étape-là m'a permis vraiment de me poser toutes les questions qui me tracassaient sur les arts, sur la créativité en Afrique, sur la place de la culture et sur les techniques pédagogiques utilisées pour former notre jeunesse. Je me suis rendu compte que ce n'était pas à l'université que ça allait se passer. On n'a pas assez de temps pour approfondir des choses et les aboutir à un niveau professionnel.
je voulais faire quelque chose de suffisamment rigoureux pour que ça puisse compétir à l'échelle mondiale et de niveau professionnel. Donc, c'était important d'avoir son propre lieu, d'avoir sa propre compagnie et de consacrer tout le temps nécessaire pour atteindre le niveau qu'on voulait et les objectifs qu'on s'était donnés. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières lorsque vous avez nourri ce projet du village Kiwi? Et comment est-ce que vous avez surmonté cela? Vous savez, il n'y a aucune réalisation qui ne puisse avoir des difficultés. Même les gens qui ont des grands moyens financiers ou de relations, de réseaux, ont quand même des difficultés. On ne peut pas réaliser sans affronter quelques difficultés. C'est inhérent à toute réalisation et à toute création. Mais je n'ai pas souffert de ça parce que, ayant cette philosophie, j'ai considéré chaque difficulté comme une opportunité d'approfondir quelque chose ou bien de changer d'orientation parce qu'on n'était pas sur la bonne voie. Donc, oui, il y a eu des difficultés, mais elles ont toujours été vécues avec un esprit positif. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement où vous avez eu le sentiment que la création du village Kiwi allait vraiment être difficile à réaliser? Un souvenir en particulier que vous gardez au moment de la construction? Vous savez, le théâtre que je pratiquais pendant de nombreuses années avec le Kiwi, parce que le Kiwi Box c'était d'abord ça. Mais le théâtre a ceci de particulier comme art que chaque fois, chaque spectacle est unique. Et quand vous avez fini, il n'y a rien. Même si on filme et qu'on fasse un montage, ce n'est déjà plus du théâtre. C'est déjà une œuvre audiovisuelle parce que on va faire des montages, on va... Mais l'acteur, le théâtre, c'est quand l'acteur est sur scène. C'est un art vivant. Et quand vous finissez, c'est tellement éphémère que c'est fini. Et si vous reprenez, même tout de suite, vous n'allez pas rendre la même chose. Il y a toujours quelque chose qui change. Et donc, quand vous êtes donné la peine de répéter suffisamment pour que ça devienne presque naturel et que vous puissiez rendre le meilleur facette du jeu, que vous atteignez dans une certaine maîtrise, c'est là que vous pouvez commencer à espérer d'abord rentabiliser et gagner votre vie avec, ce n'est pas évident. Et surtout dans nos contextes où il n'y avait rien de prévu pour les artistes. Et ben, si la pièce n'a pas fonctionné, à l'université, quand on montait une pièce, on la jouait une fois ou deux. C'était fini. Il fallait recommencer l'année prochaine pour les nouveaux étudiants. Donc, ce n'était pas quelque chose de viable. Mais avec le Kiwi, on a pu créer vraiment une compagnie qu'on a pu professionnaliser avec une formation très intense, avec une continuité dans la recherche et dans la création. On s'est fait connaître et reconnaître assez rapidement comme étant quand même quelque chose d'unique et de spécial. Et pendant 8 ans, on a tourné. On a tourné aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais on n'avait jamais laissé un artiste dehors.
Puis j'ai entamé donc une deuxième étape où je voulais vraiment faire de très grandes choses. Et on a créé le spectacle qui s'appelait Un Touareg s'est marié à une pygmée. D'abord, ça a demandé 2 ans de formation spécifique. On a fait venir des grandes sommités pour former les gens, la musique, les Bomi Mamadou, les Bomi Niaouré, les Seren Diop, tout ce beau monde sort de cette expérience. 2 ans de formation intense dans la musique, sur le chant, sur le chant opéra en tant que tel, savoir rendre un chant lyrique, qu'il devienne un jeu théâtral, qu'il devienne un visuel très intense. C'était un spectacle qui nous a coûté très cher, on y a investi tout ce qu'on avait. On a eu aussi des partenaires. Et quand on a réussi ce spectacle, on l'a joué devant en France. On est allé au Japon. On l'a joué et on avait encore des réservations pour y retourner. On est allé jouer au Danemark. Et au moment où ça commençait à marcher, on a perdu d'un coup 8 artistes qui se sont sauvés. Quand une situation pareille se passe en plein succès, comment est-ce que vous avez géré cette fuite? Écoutez, ça a été un choc. Parce qu'on ne pouvait pas trouver d'acteurs de ce niveau de formation à ce moment-là. Donc, on ne pouvait pas les remplacer. On ne pouvait plus avoir ce spectacle. Mais ceux qui sont restés, comme les Bomi, les Atito et tout ça, ceux-là qui sont restés, eh bien, on s'est dit, bon, on récupère les musiques parce que les musiques, elles étaient en boîte déjà, elles avaient été traitées par le grand reliement. Et donc, on avait tout ça, cette banque, on s'est dit, on continue. Et ceux qui sont restés, on a décidé de créer Berceuse de l'éveil avec toutes ces chansons. Donc, on a fait un autre spectacle avec d'autres, mais ça ne pouvait plus être. Il n'y avait plus les grands décors, et tout ça. C'était perdu pour de bon. Alors, on a fait Berceuse d'éveil. Dieu merci, ça a beaucoup plu. Et on a commencé à avoir des tournées aux États-Unis. On a tourné aux États-Unis. On a créé d'autres sections à l'intérieur du groupe, comme les Reines Mères, comme le Terraton Blanc, et la section marionnette, les articulaires. Et là aussi, ça a réussi, ça a marché. On a commencé à tourner beaucoup plus aux États-Unis et au Canada qu'en Europe. Donc, quand même, cet échec ne nous a pas complètement écrasés, mais il faut dire que ça a été quand même un choc. Il a fallu vraiment qu'on se serre les coudes, ces jeunes gens et moi, pour que ça puisse continuer. Et eux, ils avaient déjà un niveau vraiment intéressant en tant qu'acteur, en tant que chanteur, en tant que compositeur. Eux aussi, on a fait un bond. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les difficultés sont des opportunités parce qu'on aurait pu continuer. Évidemment qu'on aurait gagné beaucoup d'argent parce que quand même une représentation d'un Touareg, c'était quand même quelque chose. On parle de combien en français?
À l'époque, c'était quand même dans une représentation, était dans je ne sais plus comment on pense ça, c'était quelque chose comme quand même de 10 millions. Quand même, hein? Par représentation. Et donc, ça permettait quand même aux jeunes d'économiser, d'avoir un peu d'argent et nous, de nous équiper, d'améliorer les conditions de vie et de travail ici. Et on a rencontré beaucoup de personnes, on a pu faire des créations avec d'autres compagnies. On a fait Nuages de terre avec les Canadiens, une pièce d'un Québécois qui s'appelle Daniel Danis. On a pu faire Sunjata avec la compagnie Amoros Augustin d'Alsace, en France. Et vraiment, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez préféré le plus lors de ces tournées, justement? Qu'est-ce que vous gardez l'un de vos meilleurs souvenirs? J'ai deux souvenirs qui sont complètement impérissables. L'un, c'est au Mexique, au théâtre Juarez à Guanajuato. Nous avions amené une pièce qui s'intitulait Percu Perçu. Et c'était un petit opéra de percussion. Vraiment, c'était le début, c'était la préparation pour un Touareg. Et cette pièce-là, il y avait 30 tambours. Donc on a voyagé avec 30 tambours, hein, et 22 personnes. Vers la fin du spectacle, il y avait une partition qui faisait comme ça. Ta da 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 da, tan tan, ta da da tan tan tan. Pa da 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 da, pam pam, pa da da pam pam pam. À la troisième reprise, toute la salle et le théâtre Juarez, c'est sur, je crois, 3 ou 4 niveaux. C'était rempli à craquer et les gens ont commencé à taper des pieds parce qu'ils avaient retenu la partition, elle n'était pas compliquée. Et on a entendu une première fois, quand on s'est retourné, c'était les gens qui étaient en train de jouer avec les mains. Après, ils se sont levés, ils ont commencé à faire avec les pieds. Et ils répondaient. Donc, on n'arrivait pas à s'arrêter. Et entendre toutes ces voix qui venaient sur nous comme d'une... C'était tout simplement extraordinaire. Tous les artistes avaient les larmes aux yeux. Impeccable. Ça, c'était un moment inoubliable. Un autre moment, c'était au Japon, au Metropolitan Theatre de Tokyo. C'était justement avec un Touareg. Pendant qu'on était en train de jouer, parce que partout ailleurs où on avait joué, ou que ce soit ici à Abidjan ou à Limoges, en France, et tout ça, les gens applaudissaient à des endroits. À Tokyo, pas un seul bruit. Mais on voyait seulement les petits yeux qui allaient comme ça, à droite, à gauche. Les gens regardaient en silence du début à la fin. Nous, on se disait que on a tapé pour te commander. Quand on a fini, les applaudissements ont duré près d'une demi-heure. Les gens ont baissé le rideau
Il y a un rideau coupe-feu, quand on le baisse, c'est fini. Les gens sont restés, ils ont continué à applaudir jusqu'à ce qu'on vienne relever le rideau coupe-feu et qu'on nous rappelle sur ça. On s'est dit vraiment, les gens ici sont vraiment différents, c'est pas possible. Ça c'est ces deux moments-là qui m'ont marqué. Et que, bon, il y a eu des tas d'autres moments. Il y a eu des moments où des gens sont montés sur scène pour danser avec nous ou pour ceux qui connaissaient la pièce pour réagir, dire ce qu'ils pensaient et tout ça. Il y a eu beaucoup de bons moments. C'est ça aussi le théâtre, cette rencontre vis-à-vis. Oui, c'est toute l'authenticité du théâtre. Et vous savez, c'est typique des Japonais en réalité, parce qu'au Japon, les gens suivent attentivement, même lors des concerts, ne réagissent pas comme le public occidental ou africain. Donc on a l'impression qu'ils sont plutôt stoïques. Ils attendent la fin du spectacle, ensuite vraiment ils manifestent leur satisfaction. Absolument. Donc c'est ce que vous avez vécu, je pense. Oui, c'est ça. Je vois un peu de quoi il s'agit et je comprends ce que vous avez pu ressentir. Ah oui, non, parce qu'on n'était pas prévenus, on ne savait pas comment faire. Et j'ai oublié de vous raconter. Un Touareg s'est marié à une pygmée, c'était plus d'une tonne de matériel. Le Japonais, on dit, c'est bon, vous n'amenez pas votre matériel. Vous amenez seulement les choses qui jouent. Vous trouverez, ils avaient pris des photos. Ils ont tout reproduit comme si c'était. Sauf que les masques, certaines marionnettes, ils ont sorti ça des malles, ils ont posé ça sur le truc et ça venait comme ça et il y en avait qui étaient cassés. Quand j'ai vu les masques en morceaux, j'ai commencé à crier. Il y a un monsieur qui est venu avec une dame pour me dire de me calmer, que ça allait se réparer. Mais non, je me suis dit, ça c'est foutu, comment on va faire et tout. Donc je n'ai pas fermé l'œil. J'ai vu que les gens étaient en train de travailler au théâtre, je suis allée. Ma fille, il y avait une centaine de Japonais qui étaient assis. Il y avait qui cherchaient dans les petits morceaux de masques qui passaient. Pas une seule parole. En silence. Ils sont reconstitués. Ils ont collé ça. Le matin, si je n'avais pas vu de mes yeux, les masques arrivés, tout cassés, je n'aurais jamais su que ces masques avaient été cassés. Ils les ont restaurés impeccablement, comme s'il n'y avait jamais, il n'y avait même pas une trace. Ils avaient des petites teintures, il y avait des machins. Quelqu'un fait, il regarde, il passe à l'autre. Et puis, il prend toute la nuit, les gens là ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Et je n'ai pas pu quitter l'endroit. Je regardais. Les gens travaillaient. Je suis allée réveiller certains de mes artistes pour leur dire, venez voir comment on travaille. Non, c'était trop magnifique. On a joué, ils ont reconstitué le décor. Tout était comme ils avaient vu le spectacle. Ici, à Abidjan. Impeccable. Voilà. Ça aussi, c'est les arrières, les hors-scène. Alors, on a parlé un peu de votre aventure à l'international. Maintenant, on va replonger dans l'univers du village Kiwi. Ça fait plus de 30 ans que le village Kiwi existe. On a vu que, vous m'avez raconté, lorsqu'on s'est promené dans les différentes salles, vous avez commencé avec une toute petite maison et vous avez agrandi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a un concept store, il y a même un restaurant, il y a un musée et une des salles dans laquelle on se trouve d'ailleurs, c'est magnifique. Quel est le bilan que vous pouvez dresser par rapport justement au village Kiwi depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant? Quelle est votre plus grande fierté?
Notre bilan, celui dont nous sommes le plus fiers, c'est le nombre et la qualité des jeunes qui ont été formés au village Kiyi. Ceux qui ont accepté vraiment de suivre cette formation spécifique parce que c'est une formation que nous avons mise au point au fur et à mesure en me servant de mes résultats de recherche pendant mon passage à l'université. Donc, j'ai continué ces recherches personnellement dans les autres pays, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, comme je l'avais prévu initialement. J'ai pu aller de nombreuses fois dans ces pays, rencontrer des gens, apprendre encore des choses, voir comment les autres faisaient, comment ils fonctionnaient. Et donc, ce bilan, c'est quand même, nous savons au moins entre les stages, les séminaires et tout ça, il y a eu plus d'1 millier de jeunes qui sont passés au village Kiyi et qui ont toujours gardé au moins une chose, c'est-à-dire la volonté d'être leader. Ils sont tous toujours à la tête de quelque chose. Que ce soit ceux qui étaient sur scène ou devant la scène ou derrière la scène. Donc pour les costumes, les accessoires, les objets théâtraux à fabriquer, les éclairages, le son, toutes ces personnes ont pu continuer à progresser. Parce que c'est ça, on ne se dit pas qu'on est arrivé, on continue à apprendre et à progresser. Et c'est ce qui nous rend le plus fiers. Maintenant, bon, les petites modifications que nous avons faites, c'est vraiment, comme dirait mon époux, c'est du gris-gras sur l'os, quoi. On a gris-gras sur l'os. Parce que ne bénéficiant pas de subventions institutionnelles et devant toujours compter sur nos petites recettes, inventant des petites solutions au jour le jour. Bon, notre fierté aussi, c'est d'avoir tenu quand même jusque-là. Parce que dans 2 ans, ça fera 40 ans. On a tenu 40 ans sans subvention et en continuant quand même à donner la formation. Tant bien que mal, bon an, mal an, il y a toujours au moins une dizaine de jeunes qui suivent une formation et qui continuent à évoluer. Ça, ce sont les résultats dont nous sommes fiers. Évidemment, on aurait aimé terminer le théâtre, finir les murs, peindre ou bien faire quelque chose de plus grand. Mais bon. J'ai envie de vous donner une plateforme là tout de suite maintenant et vous permettre de lancer un message, pourquoi pas, à différents acteurs, partenaires, mécènes, personnes qui pourraient être intéressées par une subvention pour le village Kiyi. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je pense qu'il faut investir dans les infrastructures. Et mon rêve, c'est de faire ici 2 monuments. On m'a dit que ici, c'est R+7 maximum qu'on peut obtenir. J'aimerais faire ici un immeuble monument éléphant et un autre lion. Ce serait un site touristique. Un des bâtiments serait consacré aux arts et des expositions, de cinéma, des salles de spectacle, des studios d'enregistrement, des studios pour les décors de films, etc. Vraiment, mais en même temps qu'il soit un immeuble R+7 à peu près.
Et l'autre qui serait un lion aussi, qui serait un immeuble consacré au bureau, c'est pour quand même des infrastructures culturelles, des bureaux de gens qui travaillent pour le développement des cultures et des spiritualités africaines. Il y aurait des sanctuaires, il y aurait des bureaux, il y aurait des espaces de ce genre. Et je sais que je ne peux pas le faire, mais il y a des gens qui cherchent à investir, qui ont beaucoup de milliards, qui ne savent pas quoi en faire. Je pense qu'on trouvera finalement des gens qui voudront faire ça avec nous. Et c'est ce que le pays laisserait pour que ça continue à se pérenniser plus tard. Nous arrivons bientôt à la fin de notre entretien. Alors, j'ai 3 dernières petites questions pour vous. Donc, on ne peut pas terminer cette interview sans quand même éviter le chapitre reine-mère. J'aimerais que rapidement vous expliquiez comment a démarré cette aventure et qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ce moment-là. Le moment de Les reines-mères. les reines-mères. Oh, les reines-mères, on a beaucoup tourné. On a vraiment, les reines-mères ont beaucoup tourné. Quand nous partions, c'était toujours pour au moins 10 représentations et dans des structures professionnelles. Ce n'était pas des structures communautaires, c'était vraiment des structures professionnelles. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse, etc. Vraiment, on a beaucoup tourné et on a eu des moments très agréables. On a rencontré beaucoup de gens. C'était important. Et puis, je peux dire que les reines-mères ont bénéficié aussi du fait que moi, en tant qu'écrivaine et traduite dans plusieurs pays, j'étais invitée en tant qu'écrivaine avec mes livres qui sont traduits dans différentes langues. Et les reines-mères venaient avec moi. Donc le groupe Les Reines-Mères était un peu privilégié par rapport aux autres groupes parce que j'étais dedans et que ma littérature m'a beaucoup fait connaître à travers le monde. Je suis quand même enseignée dans plus d'une 50aine d'universités. Je suis aussi maintenant de plus en plus enseignée en Afrique, mais c'était surtout aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Allemagne que l'on apprenait le plus leur réalité. Et donc ça nous a permis de tourner. On pouvait donc faire des conférences, faire des expositions. Ma peinture, je amenais toujours quelques heures pour faire des expositions, faire des dédicaces de livres. C'était des tournées beaucoup. On faisait des défilés de mode parce que au village il y a tout ça, donc aucune section ne restait oubliée, quoi. Tout le monde participait. Quand il y a une tournée, c'est tout le village qui se promène. Mais on a quand même réussi à faire tourner le village une fois, 45 personnes au Canada. Wow. Village qui en tournée. On est parti avec un conteneur de nourriture. On préparait comme si on était au village du fait. On faisait les spectacles, on faisait des dédicaces, on faisait tout. Nous avons eu beaucoup de bons moments, de bonnes opportunités. En tout cas, c'était une très belle idée d'exporter le village qui est ainsi
J'espère que vous aurez l'occasion de renouveler cette expérience. Non, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que ça, ce sont des choses que nous avions faites quand... Moi, j'ai quand même pu faire tourner vraiment 45 personnes dans l'avion. On s'en va avec des bagages. Aujourd'hui, un spectacle africain qui a plus de 10 personnes, il a du mal à tourner. Vraiment, quand vous êtes très apprécié, c'est là où vous accueillez les 15 personnes. À part dans la musique, les profils, les idées, bon, même s'ils ne viennent pas avec tout le monde, mais partout, il y a des gens qui vont s'ajouter pour les danses et tout. Mais ils tournent quand même avec une trentaine de personnes encore. Mais c'est rare. Au niveau des arts, de la scène, autre que ce genre de musique, c'est pas possible. Pas possible. Ce n'est plus possible. Pour vous, quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place pour favoriser le développement de la culture et des arts en Afrique? Ce qu'il faut, c'est que les gouvernements ne se transforment pas en opérateurs culturels, mais qu'ils financent les opérateurs culturels, ceux dont c'est le métier, qui savent ce qu'ils font et qui peuvent le faire de manière pérenne. Pas qu'on a commencé aujourd'hui, de 3 ou 4 éditions plus tard, c'est fini, ça tombe. Et si on change de ministre, eh bien, on change de... Non, il faut vraiment que l'on investisse dans nos cultures, à commencer par nos spiritualités. Si on ne le fait pas, on va toujours être des consommateurs, des copieurs qui restituent et les gens vont toujours nous dicter la manière de faire. Moi, j'ai cessé de tourner quand je me suis rendu compte que bon, mais on me contraint à tourner avec des 8 personnes et tout ça. Donc, juste, ce n'est pas ce que moi je montre. Moi, je fais du spectacle communautaire avec beaucoup de monde sur la scène pour montrer toute la richesse du continent. Et si nos gouvernements ne peuvent pas financer nos transports, vous savez que les acteurs canadiens, c'est toujours le Canada qui paye leur transport quand ils sont en tournée. Quand ils ont de bons produits, et que c'est prouvé que ce qu'ils ont fait est bon, les critiques sont d'accord et tout ça, le gouvernement canadien finance les transports. Donc, ils peuvent aller tourner partout dans le monde. Nous, à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait la CCT ou je ne sais pas quoi, qui pouvait participer à payer quelques billets. Mais souvent, c'est moi-même qui courais derrière les uns et les autres pour demander qu'on achète un billet ici, un billet là, pour rassembler les billets. Et ça, nulle part au monde, ça ne fonctionne. Il faut que nos gouvernements acceptent que ce travail est la première vitrine pour chaque pays au monde, sa culture, ses spiritualités, ses créateurs, ses produits qui naissent de l'intelligence et de la fierté des populations. C'est d'abord ça qu'il faut développer et ensuite le reste vient tout naturellement. Merci beaucoup, Madame Walawala. Alors, la toute dernière question. Vous m'avez dit en off de tester la question présentez-vous. Alors, on va plutôt conclure avec une autre question qui serait qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous? Ça là, c'est une question que les gens me posent souvent. Oui. Moi, je n'ai pas à dicter aux gens ce qu'ils doivent retenir de moi. Moi, je fais de mon mieux. En tant que femme, épouse, mère, grand-mère, j'essaye de faire ce que je peux pour que ma famille soit heureuse et fière. Ceux qui s'intéressent à cet aspect peuvent retenir ça. Quand je me suis mariée avec Pape-Léopold, les pronostics les plus cléments nous accordaient 2 ans. Ça fait 24 ans que nous sommes mariés et on est toujours là. Et on a pu continuer le village grâce à son soutien.
je suis une artiste pluridisciplinaire. Ce n'est pas facile parce que si je fais la mode, les gens disent, depuis quand elle est dans la mode? Ma peinture, on dit, ah mais elle, est-ce qu'elle est elle est pas peintre contemporaine? Donc on ne programme pas, on ne te programme nulle part parce que bon, on estime que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Toutefois, ça, comme chaque chose, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc les gens qui vont vouloir apprendre l'aspect pluridisciplinaire, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Ceux qui voudront seulement l'aspect écrivaine, bon, j'ai eu la chance de publier quand même près d'une quarantaine de titres à ce jour. Il faut travailler. C'est ça. Moi, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent retenir. Ils retiendront ce qui les aura retenus eux-mêmes, ce qui les aura intéressés, et c'est ça qui sera leur témoignage. Nos frères asiatiques disent que l'œuvre n'est terminée que par celui qui la consomme. Et c'est un très joli proverbe et nous allons écouter sur ces belles paroles. Merci encore, Madame Welewele, de nous avoir accordé cette entrevue. J'ai vraiment été ravie d'apprendre auprès de vous et j'espère, pourquoi pas, avoir l'occasion de vous interviewer dans une prochaine émission. On ne sait jamais. Alors, avant de nous quitter, on avait quand même une petite surprise pour vous. Oui, parce qu'on n'est pas venu les mains vides. Ah. On n'est pas venu les mains vides. Non, non, non. Comme je vous l'avais dit au début, Vétéran, c'est l'occasion pour nous de remercier les personnes qui ont contribué significativement à la culture ivoirienne, à la culture panafricaine, à la culture africaine en général. Ah. Donc, on a confectionné un petit trophée. On va vous remettre. Oui. Oh là là, c'est la première fois qu'on me donne un trophée pendant une émission. Hey, je mets ça bien face à la caméra.